20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Centre hospitalier Abbas Ndao, le syndicat autonome de la santé observe une grève de 48 heures. La structure fait face à d'énormes difficultés depuis qu'elle est placée entre les mains du ministère de la Santé, selon les travailleurs qui exigent plus de considération. Au même moment, les travailleurs de la Croix-Rouge réclament une prise en charge médicale et le reversement de leurs cotisations à l'IPRES. Calvaire des populations de la cité Tako de Rufisque Nord. Entre insécurité et pénurie d'eau, elles ne savent plus où donner de la tête. Les autorités interpellées. Dakar ne connaîtra plus de pénurie d'eau à partir du mois d'août. L'annonce est du directeur de la SONES, Charles Faye, en tournée dans le Cayor. Russie 2018, le groupe Futur Média va diffuser les 32 matchs de la Coupe du Monde. La médiation du Premier ministre a porté ses fruits. Mohamed Boun Abdallah Dionne a demandé à la RTS de renoncer à sa plainte. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. 48 heures de grève décrétées par le syndicat autonome de la santé section Abbas Ndao. Les travailleurs s'insurgent contre ce qu'ils qualifient de manque de considération de la part de l'État. Pour eux, la structure sanitaire fait face à d'énormes difficultés depuis qu'elle est placée entre les mains du ministère de la Santé. Compte rendu de leur rencontre avec Dissa Prera et Tierno Laurent Mendy. Visite guidée à travers les différents services du centre hospitalier Abbas Ndao. Première étape, la salle de facturation. Sur place, les chaises sont vides, les usagers au compte-gouttes et derrière le comptoir, quelques prestataires assurent le service minimum. Autre service, même ambiance, nous sommes à la salle des urgences. Des couloirs quasi déserts, peu d'allées et venues. Le personnel a décidé de boycotter les salles de soins pour, disent-ils, réclamer leurs droits. De 2014 à nos jours, l'État nous doit 3 milliards 200 millions de subventions non versées jusqu'à présent. Donc nous voudrions que cela cesse. Nous réclamons cet argent qui nous appartient de droit. Il a pris des engagements de recruter 60 personnes pour Abbas Ndao. Il a pris l'engagement de recruter les agents de Marc Sankalé, que le ministre de la Santé d'alors a imposé le recrutement à l'ancien directeur qui était là, le directeur Youssou Ndiaye. Comme quoi qu'après eux, ils vont les recruter. C'est 22 agents. Et jusqu'à présent, ces 22 agents restent à la charge de l'hôpital Abbas Ndao. Une situation qui dure depuis quelques années et qui plombe le fonctionnement de la structure hospitalière. Nous peinons à payer les salaires. Depuis 2013, l'hôpital Abbas Ndao, les agents ne reçoivent pas leurs heures supplémentaires. Aussi, les motivations. En 2016, ils nous ont donné 10%. Donc, nous continuons actuellement à percevoir 10% des recettes. Mais nous leur avons signifié qu'à partir de fin juin, s'ils ne payent pas les heures supplémentaires, s'ils ne payent pas les motivations au taux de 25%, nous allons arrêter les gardes et les permanences. Assez pour que le syndicat autonome de la santé section Abbas Ndao lève le ton. 48 heures de grève déjà décrétées, mais d'autres actions sont aussi prévues pour se faire entendre. Sitting des travailleurs de la Croix-Rouge, ils réclament une prise en charge médicale et le reversement de leurs cotisations à la Caisse de sécurité sociale et à l'IPRES. La direction de la Croix-Rouge interpellée, compte rendu donc de cette rencontre avec Souadou Ndiaye et Gervais Yao. Les travailleurs de la Croix-Rouge en colère ont observé un sitting, un mouvement d'humeur qui entre dans le cadre du deuxième plan d'action. Lorsque nous allons à l'hôpital pour nous faire soigner, on nous dit que vous n'êtes pas pris en charge, le transfert a bloqué. Ça nous a étonnés, on a dit pourquoi on n'arrive pas à se soigner alors qu'on nous coupe chaque fin du mois un pourcentage. La lutte a été déclenchée et nous ne comptons pas s'arrêter tant que la direction de la Croix-Rouge ne résout pas nos problèmes. Ces agents permanents et temporaires courent toujours derrière le acquis qui tarde à se matérialiser. La régularisation des arriérés au niveau de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale
qui consiste à l'avancement du personnel, qui n'ont pas bénéficié de cela depuis 2012, qui consiste à la prise en charge médicale. Les travailleurs de la Croix-Rouge dénoncent le mutisme de leur direction face à leurs préoccupations. Nous vivons une situation vraiment critique. Depuis des années, disons des années, nous sommes en négociation avec la direction de la Croix-Rouge. Nous n'avons pas eu de satisfaction. Maintenant, c'est fini. Après le sitting de ce mercredi, les agents de la Croix-Rouge ne comptent pas baisser les bras. Ils comptent poursuivre le combat et interpellent l'autorité de tutelle. Souadou Ndiaye, des agents de la santé affiliés à Andu Gueusseum en grève depuis quelques jours. Les discussions entre syndicalistes et les autorités avancent et une solution sera bientôt trouvée, a annoncé le chef de cabinet du ministre de la Santé au centre de santé Cambérène. L'établissement sera réhabilité à hauteur de 110 millions de francs CFA, a-t-il fait savoir. Le ministre de la Santé a aussi offert du matériel médical à la structure de santé. Le docteur Aloïse Wali Diouf, que je vous propose d'écouter au micro de Salif Sow, Asmalik Diop. Il y a eu un glissement. La plateforme qui a initialement entraîné ce mouvement a connu une grande satisfaction en ce qui concerne notamment la question des contractuels JICA, en ce qui concerne les contractuels du ministère de la Santé. Il y a eu de grandes évolutions. Vous avez noté le glissement vers le régime indemnitaire. Et nous continuons à échanger sur cette question. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut voir et ce sur quoi nous devons tous, que ce soit Andu Gueusseum, que ce soit le gouvernement du Sénégal, nous devons tous travailler à servir les populations du Sénégal. Et pour servir les populations du Sénégal, nous allons nous mettre à table. Nous allons voir ce qu'il est possible de faire et voir ce qu'il n'est pas possible de faire. Parce qu'en définitive, les personnes qui sont dans les zones reculées n'ont pas besoin de ces mouvements de grève. Et l'État le sait, les syndicalistes le savent et c'est la raison pour laquelle je crois, et le ministre de la Santé aussi y croit fermement, qu'une solution sera bientôt trouvée puisque des solutions ont été jusque-là trouvées pour les premiers points. Et le point qui constitue le régime indemnitaire, je crois que nous allons nous asseoir puisque c'est un nouveau point qui vient de s'ajouter pour trouver une solution. Le plus grand navire hôpital civil est à Dakar. Africa Mercy, on l'appelle, avec à son bord 450 personnes, 89 000 interventions chirurgicales y ont été effectuées. Une visite avec la presse pour ce mercredi, donc pour davantage connaître ce navire vieux de 37 ans. Plus de détails avec Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Il sera là en août 2019 pour 10 mois, mais en attendant, il séjourne au Sénégal pour 3 jours seulement. Le plus grand navire hôpital du monde, Africa Mercy, a procédé au lancement de ses activités préparatoires ce mercredi. Ce que nous comptons faire avec Mercy Ship en août 2019, donc voir un peu le dispositif qui existe au niveau du bateau Mercy Ship et les possibilités en matière d'équipement, en matière de blocs opératoires, en matière aussi de salles d'hospitalisation que nous allons mobiliser pour offrir à la population sénégalaise des soins chirurgicaux généraux et spécialisés. Avec plus de 450 bénévoles à son bord, ce bateau compte 5 blocs opératoires avec un total de 80 lits pour les patients. Les malades devant bénéficier de leurs soins seront sélectionnés à travers le Sénégal avec un objectif de 3500 malades. Nous allons parcourir le Sénégal, nous allons travailler avec les régions médicales pour le choix de ces malades. Donc il y aura des équipes qui vont faire le tour du Sénégal à travers les centres de santé, les hôpitaux, et nous allons sélectionner les malades qui ont le profil d'être opérés au niveau du bateau Mercy Ship. Au grand bonheur des patients devant être évacués à l'étranger. Et des pathologies qui normalement devaient être évacuées dans les pays développés pour être prises en charge seront prises en charge dans ce bateau. Certes, il y a certaines pathologies qui seront choisies comme la chirurgie gynécologique, la chirurgie maxillofaciale, et aussi il y aura la chirurgie ophtalmique, la chirurgie dentaire. L'Africa Mercy, c'est aussi une plateforme de formation pour les professionnels médicaux locaux. Des formations leur seront octroyées afin de leur permettre d'assimiler les bonnes pratiques.
Fatou Bintou Conté, merci. Le COS Petrogaz installé, le chef de l'État parle d'un code de conduite que la société civile devra adopter pour El Haj Abdoulaye Seck d'Amnesty International. Ce sont toutes les forces vives de la nation qui doivent y être associées. Je vous propose de l'écouter au micro de Ibou Diouf et Mbaye Diouf. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le monde a changé. Et les dynamiques, les bonnes dynamiques sont le fruit de collaboration. Aujourd'hui, le temps où seule l'administration s'enfermait dans un bureau pour produire un texte, un document, un arrêté est révolu. La société civile est un acteur dans ce secteur, comme dans d'autres secteurs. Nous travaillons à la vulgarisation des textes. Nous recueillons également les contributions des populations. Ce sont ces préoccupations-là que nous transmettons aux institutions ou aux mécanismes qui sont mis en place pour réguler ou mettre en place des textes. Donc lorsque nous rejoignons des initiatives telles que l'initiative sur la transparence des industries extractives où la société civile est membre, nous y contribuons. Nous n'y allons pas pour chercher de l'information à divulguer. Parce qu'on se rappelle qu'Abdoulaye Wade avait fait jurer des agents de l'administration et des ministères parce que des informations ont fuité. Et ça, ce n'était pas l'œuvre de la société civile. Je peux comprendre que lorsque des mécanismes sont mis en place, qu'on puisse élaborer des règles et qu'on les respecte tous. Mais ces règles, en s'appliquant également aux membres de la société civile, s'appliquent également aux membres de l'administration. L'Association nationale des élus départementaux estime que la nomenclature budgétaire des collectivités territoriales doit être revue et corrigée avant l'affectation de tout revenu issu des recettes du pétrole et du gaz. C'est l'avis de Maodo Malik Mbaye qui a participé à la concertation nationale. Il est au micro de Mambiram Diouf. Je pense qu'aujourd'hui, pour éviter que demain, qu'on se retrouve avec des maires, des exécutifs locaux, maires ou conseils départementaux qui répondent de délits, de détournement d'objectifs, je pense qu'il est bon de doter par ces ressources les collectivités territoriales, mais qu'on remodèle de manière plus claire et plus précise, les différentes rubriques qui constituent la nomenclature budgétaire. La concertation nationale sur le pétrole et le gaz, on en parle. L'opposition dit significative, la grande absente de cette rencontre, une démarche certes assumée, mais qui mérite que l'on s'interroge sur sa pertinence lorsqu'on connaît les enjeux de cette rencontre. Alors finalement, le boycott était-il une bonne stratégie? Élément de réponse dans ce récit signé Sarah Cissé. Une salle archi-comble pour discuter d'un enjeu national. Les assises nationales du pétrole et du gaz ont vécu, et ce, malgré l'absence d'une bonne frange de l'opposition. Une opposition qui n'a pas jugé utile et nécessaire de prendre part au débat. Argument brandi, son principal adversaire, le président Macky Sall, n'aurait pas posé les jalons d'un dialogue franc et sincère sur la question. Résultat, son acte doit être puni et sanctionné par un boycott. Mais l'opposition, ce 12 juin, a-t-elle puni Macky Sall ou en réalité le peuple sénégalais? Comment des intellectuels émérites comme Mamadou Diop Decroix, Ousmane Sonko, pour ne citer que cela, ont-ils pu penser un seul instant à priver les Sénégalais de leurs opinions sur la gestion des ressources naturelles de notre pays? L'intérêt supérieur de la nation ne valait-il pas le déplacement de l'opposition, fut-il même pour fustiger en passant les méthodes jugées peu conventionnelles du président Macky Sall? Une chose est sûre, la nature a horreur du vide et ne pas occuper l'espace en politique équivaut à donner plus de crédit à son adversaire. En attendant, le président Macky Sall, lui, a réussi hier son pari en posant, ou en tout cas en donnant l'impression de poser les bases d'un consensus autour de cette question brûlante du pétrole et du gaz. Reste à espérer que l'opposition sénégalaise revienne à de meilleurs sentiments pour faire bénéficier au peuple sénégalais ses contributions, certainement pas indispensables, mais nécessaires au bon fonctionnement de notre nation. Sarah Cissé, merci. Renégociation des tarifs appliqués sur l'autoroute à péage. Les usagers saluent cette décision du chef de l'État. Ils s'attendent même à une baisse considérable des prix. Autre point sur lequel les autorités sont attendues, l'éclairage public sur cette autoroute. La correspondance est signée Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye.
Nous sommes au croisement Sali. Ici, il y a beaucoup de véhicules de transport en commun Mbour-Dakar. Ils passent souvent sur l'autoroute à péage. Les chauffeurs n'arrêtent pas de dénoncer les tarifs de l'autoroute. La baisse des prix est une nécessité. Imagine, aller-retour Dakar-Mbour, tu payes 6 000 francs. Et quand tu fais 2 allers-retours, c'est 12 000 francs. C'est trop cher. Imagine quand tu donnes une dépense quotidienne de 12 000 francs. C'est le bonheur chez toi. Trouvé juste à côté de son véhicule, Ablaye Diédhiou attend des clients. Il espère que les négociations vont aboutir à une baisse considérable du péage. Les prix devraient varier entre 700 ou 1000 francs. Combien de véhicules passent sur cette route? Il y a beaucoup de véhicules. Donc aujourd'hui, s'ils arrivent à baisser le prix, il n'y aura pas de perdant. Notre chauffeur, lui aussi, emprunte souvent le péage. Mais depuis une année, Mori n'est pas passé par le péage de Diass. Il sort souvent vers Diamniadio. Non seulement c'est cher, mais il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas d'éclairage public. C'est sombre la nuit. Il y a des véhicules qui tombent en panne parfois. Et souvent, les véhicules de remorquage tardent à venir. C'est un autre problème, ça aussi. Et je pense que quand tu passes par le péage, c'est pour ne pas être dans les embouteillages. Ces chauffeurs rencontrés attendent impatiemment les résultats des négociations sur les tarifs afin de pouvoir donner à nouveau leur avis sur l'autoroute à péage. Je vous le disais dans les titres, calvaire des populations de la cité Tako de Rufisque Nord. Entre pénurie d'eau et insécurité, les habitants de cette localité ne savent plus où donner de la tête. Les autorités sont interpellées. Les détails avec Ousseynou Thiam et Ahmadou Bambasamb. Cité Tako et environ, c'est à Rufisque Nord. Les habitants ne dorment plus à point fermé. À l'origine de leur inquiétude, la pénurie d'eau persistante depuis plusieurs mois. Nous allons jusqu'à l'apéage. D'autres vont jusqu'à Kermbaïfar pour acheter des charrettes d'eau pour amener, pour se satisfaire. On n'a même pas le temps de nous protéger et de protéger nos enfants. Tout ça là pour le manque d'eau. On a vraiment souffert. Donc on fait un appel au président de la République Macky Sall et à la première dame Marième Faye Sall de tout faire pour nous aider, nous la population de la cité Tako. On a vraiment souffert. Nous souffrons actuellement de la pénurie d'eau. Il y avait les citernes qui venaient ici avant, mais depuis le mois de Carême, on n'a vu aucune citerne. Aucune citerne n'est venue ici. À cette longue pénurie d'eau s'ajoute un réel problème d'insécurité selon ses habitants. On a aussi le problème d'insécurité à la cité Tako. Éclairage public, tout ça là. On se lève à 3h pour partir, d'autres vont au travail. Avec ça, il y a l'insécurité à la cité Tako. Tu te lèves à 3h pour partir au travail, les voyous vont à ta rencontre. Quand tu as un sac, on prend ça, on va avec le sac. De l'argent, on prend de l'argent, on va avec de l'argent. Donc, jusqu'à où? Jusqu'à quand? Préoccupés par ce manque d'eau récurrent et cette insécurité, ces habitants de Tako et les zones environnantes réclament solutions et assistance. Et puis cette annonce du directeur de la SONES, Dakar ne connaîtra plus de pénurie d'eau à partir du mois d'août. Charles Faye est en tournée à Tasset, Bayar et Diender pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux des réservoirs de stockage d'eau et des forages. 25 forages déjà fonctionnels sont connectés au réseau. La correspondance de Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Les 25 forages de Tasset, Bayar et Diender seront fonctionnels à partir de juillet-août. L'information est du directeur général de la SONES. Pourquoi Thiès? C'est pour relever le niveau des réservoirs de Thiès afin que nous puissions optimiser le fonctionnement de la station de surpression de Carmel pour que l'eau arrive en quantité suffisante et en bonne pression à Dakar. C'est des conduites qui relient ces forages et une conduite principale qui les amène jusqu'au niveau de la station. Et l'eau qui arrivait à Rufisque, à peu près 10 000 m3, nous allons les détourner vers Dakar pour venir en appoint. Et d'ici quelques années, vous verrez que l'alimentation en eau potable de Dakar sera plus un problème pour les Sénégalais. Un long périple qui lui a permis de visiter les réservoirs de stockage d'eau de Thiès, Bayar et beaucoup d'autres forages dans le département de Thiès. L'espoir renaît avec l'assurance donnée par les techniciens de l'hydraulique selon lesquels la pénurie d'eau qui sévit à Dakar ne sera bientôt qu'un vieux souvenir. Mi-juillet, Bayar sera mis en service pour une production additionnelle de 15 à 20 000 m3.
Les ouvriers à pied d'œuvre travaillent nuit et jour pour le respect du délai de délivrance de ces infrastructures. Plainte contre X déposée suite au cambriolage du bureau de la comptabilité de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Les auteurs du vol ont emporté un ordinateur contenant des données confidentielles selon les agents trouvés sur place. Au reportage Cheikh Diop et Mbaye Diouf. Les malfaiteurs n'ont pas usé de beaucoup d'artifices pour accéder au bureau du comptable de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Une porte, une clé. Pas beaucoup d'efforts pour être sur les lieux et commettre leur forfait. En ce qui concerne cela, il n'y a pas eu d'effraction. Donc le cambrioleur est entré, je pense bien, avec une clé. Donc parce qu'il n'y a pas eu d'effraction, il n'y a pas eu donc de bagages ou bien rien à bouger donc du bureau à part donc l'ordinateur qu'il a emporté. L'ordinateur donc du comptable, donc sur lequel étaient stockées des données très importantes pour la commune. Et pourtant, pour notre interlocuteur, les dispositifs sécuritaires étaient bien en place. La mairie de Mermoz Sacré-Cœur est la mairie la plus sécurisée au Sénégal. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, nous disposons donc d'ASP qui ont été détachés. Donc, je pense même que vous avez pu les voir donc devant la porte et qui sont là, je peux dire, donc jusqu'à 16h voire 17h. Après les ASP, nous travaillons aussi avec un service de sécurité, donc une entreprise privée donc de sécurité qui nous déploie aussi donc ses équipes. La justice est saisie pour tirer au clair cette affaire. Une plainte plutôt a été déposée au commissariat de Dieuppeul. Donc ça a été déposé le 12 et ça a été signé par le maire Barthélémy Diaz. Les employés de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur sont impatients. Ils souhaitent l'arrestation dans le meilleur délai du ou des présumés auteurs du vol afin de retrouver leur quiétude. Cheikh Diop, Ziguinchor et Sédhiou, les jeunes filles de ces régions sont souvent victimes d'agressions sexuelles et de grossesses précoces. C'est ce que révèlent des enquêtes menées par FAWE. Les initiateurs de l'étude proposent une charte scolaire pour réduire les fléaux dans ces régions. Là-dessus, je vous propose d'écouter Ndeye Oumi Khairi Sall. Elle est au micro d'Aminata Mbaresso ou Gervais Yao. L'étude a montré que ce sont les agressions verbales, les injures, les harcèlements et les attouchements ce sont ces types de violences qui sont les plus fréquentes dans les écoles. Et c'est pour cela que nous avons recommandé qu'il y ait dans les écoles une charte consensuelle de la non-violence. Quand cette charte sera partagée par tout le monde, quand les élèves seront assez sensibilisés, je crois qu'il n'y aura plus de violence ou bien elle va sensiblement diminuer. L'étude a porté sur l'académie de Ziguinchor, la région de Ziguinchor et la région de Sédhiou. À Saint-Louis, les personnes vivant avec un handicap condamnent le comportement de l'ASP qui avait battu une femme ici à Dakar, une femme handicapée. Selon le chargé de la communication de la fédération régionale, c'est la deuxième fois que des forces de sécurité s'acharnent sur des personnes handicapées. Atoumane Sy invite le gouvernement à prendre toutes les mesures afin que pareille situation ne se reproduise. Nous allons l'écouter au micro de nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop, Habib Seck. Au XXe siècle, ici au Sénégal, qu'on puisse malmener des personnes handicapées, surtout des femmes. De toute façon, la fédération régionale a déjà pris les discussions nécessaires. Mais c'est pour vous rappeler que cette affaire a eu lieu encore tout récemment. Avant Dakar, il y a une pareille scène qui a eu lieu à Louga. Un Jakartaman au garage de Louga a battu une fille handicapée à Louga. En fait, c'est la deuxième fois que ça se produit ici au Sénégal. Nous la condamnons. Nous la condamnons avec les dernières énergies. Mais nous la condamnons, mes amis. C'est vraiment inhumain qu'un agent de force de l'ordre se permette de battre une fille handicapée jusqu'à lui ôter sa mobilité. Sa mobilité, je veux parler des béquilles et de ce fauteuil-là. Vraiment, que ça arrête. Parce qu'on en a marre. Les personnes handicapées en ont marre. On est toujours opprimés dans toutes les sphères de ce pays-là. La rédaction vous propose ce soir le portrait d'une femme handicapée, Aminata Samb. Elle a perdu l'usage de ses jambes à 3 ans. Aminata Samb travaille dur pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. La mendicité, elle dit tout simplement non. Swadou Ndiaye et Khadim Sissé. Son courage en bandoulière, Aminata est de ces femmes qui ont refusé de se laisser engloutir par leur handicap. Fauchée par une sournoise polio à 3 ans, elle décide toutefois, à l'âge adulte, de prendre son destin en main.
J'ai commencé en 2002 avec les accessoires. J'ai été à l'école un peu, mais je me suis arrêtée parce que je visais la restauration et je me suis investie. Le métier de perleuse, aujourd'hui sa passion. Et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. J'avoue que j'ai roulé ma bosse un peu partout. J'ai fait la coiffure pour aider ma maman. En passant, j'ai même vendu des sandwichs. Je me suis adonnée également à de petits commerces avant de choisir ce métier. Un parcours souvent semé d'embûches, des difficultés qui n'ont pas empêché Aminata de nourrir des projets. Notre principale difficulté réside dans le fait de ne pas avoir une adresse fixe. Et c'est difficile de travailler chez soi. Enfileuse de perles, son corps de métier, même si cette mère de famille nous dit avoir plusieurs cordes à son arc. En dehors de ce métier, je fais également dans la restauration. Je prépare des mets salés comme des fatayas et autres. Si on avait vraiment le choix. Une femme brave, une femme courageuse qui sert d'exemple à toute une société. Direction le nord du pays, ouf de soulagement des populations de ces localités. Les premières pluies sont tombées sur la région de Matam, une faible quantité de pluie qui a néanmoins fait baisser la température chez les agriculteurs. L'on se penche déjà sur la campagne agricole. Ali Bandelnian et Seydou Sow. C'est un véritable ouf de soulagement dans la région de Matam. Le ciel a finalement ouvert ses vannes. 9 mm à Ndouloumadi, 3,5 mm à Matam, 19 mm à Ourossidi et des traces dans le Ranérou. De faibles quantités de pluie certes, mais qui sont venues baisser les fortes températures au grand bonheur des populations en plein mois de Ramadan. Nous remercions le bon Dieu pour cette pluviométrie d'hier la nuit. Qui a soulagé la température extrême dont nous vivons, qui avoisinait les 40 à 44 degrés et qui était déjà un calvaire pour toutes les populations de la zone nord. Cette pluie, c'est comme un bouffée d'oxygène. Depuis ce mercredi, les esprits sont maintenant réorientés vers les champs. Les agriculteurs s'organisent déjà vers une campagne agricole de l'hivernage. Oui, nous avons les yeux déjà rivés sur la campagne agricole. Cependant, nous tenons d'abord à prévenir et à alerter l'État pour qu'elle ne soit pas comme celle de l'année dernière. Car jusqu'à l'instant où nous sommes, on n'entend pas parler des engrais, des intrants et semences, ainsi de suite. Donc nous pensons que l'État va corriger à temps pour permettre aux populations, à travers les cultures à court cycle, de pouvoir emblaver très vite et récolter très vite. Dans cette ligne droite du mois béni de Ramadan, les préparatifs de la fête de Korité peuvent maintenant se poursuivre dans le calme, car la chute du thermomètre est bien favorable à toutes sortes d'activités. Coupe du Monde Russie 2018, les téléspectateurs pourront suivre les 32 matchs sur le réseau du groupe Futur Média, TFM, Lobs TV et QSC Sport. Le Premier ministre a conforté le GFM dans son bon droit. C'était cet après-midi à l'issue d'une réunion entre GFM, RTS et le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Nous allons écouter Mamadou Ibrakan au micro de Pape Abdoulaye Ter. Monsieur le Premier ministre a invité la direction générale de la RTS à surseoir à toutes sortes de poursuites, ni au pénal, ni au commercial, pour la bonne et simple raison, au cours de cette rencontre, le constat a été fait par les autorités qui étaient présentes. Le ministre de la Communication, M. Abdoulaye Bibi Baldé, le président du CNRA, notre confrère et aîné, Babacar Touré. Le constat a été fait qu'il n'y a pas de droit exclusif signé ni par la RTS, ni par GFM.
pour la bonne et simple raison que le modèle économique autour des droits de retransmission a aujourd'hui changé. La RTS et nous, Futurs Médias, à travers ANTV, un partenariat que nous avons noué avec ANTV, Kwefi Free Sport, la RTS et GFM se sont abreuvés à la même source. Et cette source s'appelle Econet, qui est une société sud-africaine qui a les droits TV de cette Coupe du Monde en Afrique subsaharienne. Dès lors, la cause était entendue que nous avions également les droits de retransmettre les matchs de la Coupe du Monde. Pour le reste, c'est que nous saluons cet esprit d'initiative du président de la République, du Premier ministre, M. John, mais nous saluons et félicitons également toutes les parties qui ont assisté à cette rencontre. Et puis l'équipe nationale du Sénégal est dans de très bonnes conditions dans son camp de base à Kalouga. C'est du moins l'assurance de Abdoulaye Sow, deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Je vous propose de l'écouter au micro de nos correspondants en Russie, Cheikh Tidiane Diawo, Hamza Diallo. L'équipe est venue par vol spécial à l'heure indiquée à 19h25 et toutes les dispositions sécuritaires comme organisationnelles ont été bien prises et vous constatez vous-même tout l'environnement aujourd'hui est maîtrisé grâce à l'appui du comité local russe, mais aussi grâce à l'appui du système organisationnel que nous avons mis en place. Aujourd'hui, la FIFA a reçu l'ensemble de la délégation pour l'identification et pour repréciser les règles du jeu que nous avions déjà comprises. C'est une simple formalité de la FIFA et à partir de demain, les entraînements officiels vont démarrer et nous pensons que jusque-là, en tout cas, nous n'avons pas à nous plaindre. Tous les membres de la délégation, en commençant par le coach, comme l'ensemble des joueurs, tous les membres de cette délégation, disais-je, ont bien apprécié le cadre que nous avons choisi. Parce que ce cadre-là, je le rappelle, c'est l'Italie qui l'avait choisi. Nous étions en deuxième posture. L'Italie n'a pas été qualifiée et le Sénégal s'est mis en première posture. Et tout cet hôtel-là est exclusivement réservé au Sénégal. Donc nous sommes l'un des rares pays à pouvoir disposer d'un cadre de base qui nous est uniquement dédié. Et c'est important. Suite et fin de la présentation des poules, le groupe H avec notre pays, le Sénégal, pour sa deuxième participation, va affronter la Colombie, la Pologne et le Japon. Plus de détails avec Ibrahim Khan dans ce récit. Homogène, c'est le qualificatif qui sied au groupe H de la Coupe du Monde 2018, tant les sélections qui le composent partent à chance égale. Le Sénégal est de retour dans cette compétition 16 ans après sa première participation qui s'était arrêtée en quart de finale. Équipe solide, invaincue lors des qualifications, le Sénégal espère rééditer cet exploit ou faire mieux en Russie sous la houlette d'Aliou Cissé, le capitaine de l'expédition de 2002. Il pourra s'appuyer donc sur des joueurs aguerris au haut niveau comme Kalidou Koulibaly et Sadio Mané. La Pologne fait également son retour après 12 ans d'attente. Finaliste lors des éditions de 1974 et de 1982, la Pologne ne manque pas d'ambition pour sa 8e apparition en Coupe du Monde. Son principal atout, sa prolifique attaque, auteur de 28 buts en 10 matchs en éliminatoire menée par le capitaine Robert Lewandowski. La Colombie, qui a signé sa meilleure performance au Mondial en 2014, ne compte pas faire moins en Russie pour sa 6e participation dans cette compétition, malgré une dernière place qualificative arrachée in extremis. La sélection colombienne est dotée de multiples atouts comme sa paire offensive, Falcao, James Rodriguez. Le Japon, pour sa 6e apparition au Mondial, est considéré comme l'arbitre du groupe. Sans un seul succès en 2014, les Japonais viennent en Russie sans plus d'assurance. Le changement de sélectionneur à 2 mois de la compétition aura forcément des conséquences. Et puis la déception du Maroc pour l'organisation du Mondial 2026. Le 68e congrès de la FIFA a choisi le trio nord-américain Canada, États-Unis, Mexique pour abriter l'édition de 2026. 134 voix contre 65 à l'issue du vote effectué ce matin à Moscou, en Russie. L'Espagne a un nouvel
Entraîneur Fernando Hierro, ancien défenseur du Real Madrid, remplace Julian Lopetegui. Lopetegui a été limogé par la Fédération espagnole après avoir signé un contrat de 3 ans pour remplacer Zinedine Zidane sur le banc madrilène. Coup d'envoi de cette Coupe du Monde donc demain à 14h45 avec le match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite, compétition que vous pourrez suivre sur la Télé Futurs Médias, les 32 matchs donc comme vous le savez, nous l'avons dit dans cette édition. C'est la fin justement de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information à 0h avec le tout en images. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias. Bonsoir.